Alors, donc, le premier point ici, sur les paragraphes 12, 13, 14, c'est que Rosan-Vallon en vient au cas et à l'histoire de la démocratie américaine. Au cas et à l'histoire de la démocratie américaine. Les jurys apprécieront que vous mettiez en valeur, évidemment, vos connaissances. La contraction, c'est aussi une épreuve de culture générale. Donc, on voit bien dans les résumés que vous faites et dans les synthèses de texte que vous faites, on voit très bien si vous avez de la culture ou pas. Donc, il faut essayer, comme vous l'avez, il faut la mettre en valeur, évidemment. Donc, il fallait l'exploiter ici. Deuxième point. Alors, d'abord, il nous dit que la même ambiguïté se retrouve aux États-Unis et la même ambiguïté, donc, se retrouve dans l'opposition entre ceux qu'il appelle les fédéralistes et les antifédéralistes. Je rappelle qu'au niveau du décompte, dans la feuille de route, je pense qu'on dit aux correcteurs qu'elles sont antifédéralistes, comment ça s'écrit et combien ça fait de points. Alors, le plus simple, il me semble qu'antifédéraliste, aujourd'hui, vous pouvez l'écrire sans tiret. Voilà. Et ça résout le problème de savoir si c'est deux mots ou si c'est un mot. Parce que je pense que certains correcteurs vont dire anti-fédéraliste, c'est deux mots, et d'autres vont dire anti-fédéraliste, même avec un tiret, ça n'est qu'un mot. Voyez. Alors le plus simple, c'est que moi j'ai vérifié par exemple dans le dictionnaire, si vous mettez anti-fédéraliste en un seul mot, ça existe, c'est pas compté pour une faute. Hein. Donc faites attention à ces choses-là en cas de doute. Et moi je ne peux pas répondre à vos questions parce que il y a plein de mots qui vont se décider sur la feuille de route où on va rappeler au correcteur, alors soit que ça c'est deux mots, soit que c'est un mot. Et que en fait, selon les présidents de jury, ça peut varier parce que ça se discute. D'accord ? Et donc, dans le doute, comptez toujours plus de mots que pas assez. Hein ? C'est évident. Donc, les fédéralistes, partisans d'une nation unie autour de ses institutions et de ses élites politiques. C'est ça le point de vue des fédéralistes. Partisans donc d'une nation unie autour de ses institutions et de ses élites politiques, j'entends évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir fédéral, avec le président de la République, le gouvernement fédéral, et les antifédéralistes qui, eux, souhaitent, donc les antifédéralistes souhaitant plutôt une démocratie exercée par les citoyens au niveau local. Une démocratie exercée par les citoyens au niveau local, c'est-à-dire au niveau des comtés et des districts et des États. Si je décompose administrativement les États-Unis sont administrativement découpés en États qui sont eux-mêmes découpés en districts, qui sont eux-mêmes découpés en comtés, qui sont eux-mêmes découpés en communes, je crois qu'on dit. Donc, et donc on a communes. Il me semble que c'est d'abord les comtés, plus petits c'est les districts, mais je suis pas certaine. Ah non, ça je suis sûre que par contre un district comporte plusieurs comtés. Bon, vous vérifierez. Après tout, c'est pas moi qui passe les concours, c'est vous. Et je pense que c'était intéressant de bien rappeler que c'est quand même c'est une des distinctions fondamentales entre une démocratie française qui reste quand même très centralisée malgré toutes les périodes et les étapes de la décentralisation du territoire français, à la fois administratif et politique, et
démocratie américaine qui est d'abord une démocratie qui part du bas, qui est d'abord une démocratie qui s'exerce en fait très localement. Bon. Grâce évidemment, entre autres, à l'indépendance et à la grande indépendance à la fois politique et judiciaire des États, des différents États américains. Troisième point, mais cette ambiguïté, nous dit Rosanvallon, donc elle existe, elle s'exprime d'une certaine façon, elle est là, mais elle est moins exacerbée. Elle est moins exacerbée qu'en France, et c'est là que Rosanvallon présente les trois grandes différences qui étaient très facilement repérables. Il y a d'abord une première différence d'ordre historique et culturel, écrit-il. C'est la seconde différence majeure, écrit-il. La troisième différence, écrit-il. La première différence, troisième point, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis. Troisième point. Non, 1, 2, 3, quatrième point. La première différence, c'est justement l'absence de peur d'un retour de la monarchie. L'absence de peur, finalement, de cette démocratie aristocratique, d'un retour de l'aristocratie, donc d'un retour d'un pouvoir qui ressemblerait à un pouvoir oligarchique ou monarchique. Et pour cause, bon, c'est que les colons américains, enfin les colons anglais, pour les premiers qui s'installent sur le sol américain, eh bien, sont à égalité. Donc, il n'y a jamais eu de pouvoir monarchique aux États-Unis. Absence de cette peur qui favorise une vision positive de quelque chose que Rosanvallon appelle, entre guillemets, une aristocratie naturelle. Donc, absence qui favorise une vision positive d'une aristocratie naturelle, avec naturel, eh bien, ça veut dire que ce sont naturellement, spontanément les meilleurs qui s'imposent. Les meilleurs qui s'imposent, le gouvernement des meilleurs qui définit effectivement l'aristocratie telle que Platon la définissait. Vision soutenue par ceux qu'on appelle, j'aurais aimé voir cette expression, les pères fondateurs. Les pères fondateurs comme par exemple James Madison. Et finalement, accepté, nous dit Rosanvallon, est finalement accepté par les antifédéralistes. Accepté par les antifédéralistes à une condition. Accepté par les antifédéralistes, qui expliquera la deuxième différence et la troisième différence, qui étaient articulées entre elles. Rosanvallon n'additionne pas. Quelqu'un qui réfléchit n'additionne pas les idées. Il les enchaîne. Donc ces trois différences, elles s'enchaînaient logiquement. Accepté à une condition qui est celle que l'élite ne soit pas la seule à gouverner. Que l'élite ne soit pas la seule à gouverner, et qu'il y ait donc une participation des citoyens à l'échelle locale. Qu'il y ait donc une participation des citoyens à l'échelle politique locale. Et de fait, sixième point, cinquième point, je ne sais plus, nouveau point, de fait, c'est la deuxième différence. La deuxième différence, eh bien, c'est que la coexistence aux États-Unis, la coexistence d'un gouvernement fédéral et de gouverneurs territoriaux, la coexistence d'un gouvernement fédéral au sommet de l'État et puis de gouverneurs territoriaux des différents États, a permis
finalement, de ne pas aggraver le conflit, a permis de ne pas aggraver le conflit, comme ça s'est passé en France, entre un pouvoir au sommet de l'État et une vie démocratique locale, tout à fait indépendante, ou quasiment totalement indépendante. Donc ne pas aggraver le conflit entre ce pouvoir au sommet de l'État et puis une vie démocratique locale. Pour le dire en reprenant les mots de Rosanvallon, la démocratie d'en haut et la démocratie d'en bas, eh bien, aux États-Unis, ont pu cohabiter. La démocratie d'en haut et la démocratie d'en bas ont pu cohabiter. Alors comme je disais hier, c'est intéressant, c'est un texte de l'an 2000, hein. La démocratie inachevée, essentiellement d'ailleurs consacrée à la France, et pas... Je ne pense pas que Rosanvallon soit vraiment un spécialiste de la démocratie américaine, mais par contre, c'est un grand spécialiste de la démocratie française. Et c'est intéressant de lire son analyse au regard de ce qu'on a connu avec l'élection de Trump et l'avant-Trump, le pendant-Trump et l'après-Trump, de voir justement ce qu'il en a été de ce rapport entre finalement ce pouvoir fédéral et cette démocratie au sommet de l'État, et puis ces démocraties à l'échelle locale, hein, et finalement de voir quand même qu'il y a eu une fracture de plus en plus considérable, hein, entre les États, et en particulier certains États déshérités, de plus en plus déshérités, et puis finalement cette classe politique très instruite, très à part. Et en fait, le président Obama n'a pas, même si ça a été le premier président noir américain, en fait, n'a pas permis de combler en fait cette fracture. D'une certaine façon, il l'a même aggravée. Donc, c'est assez intéressant de lire ce texte au regard finalement de toute l'histoire américaine contemporaine. Troisième différence, qui est finalement la conséquence de cette non-exacerbation du conflit et finalement de cette ambivalence qui existe concrètement sur le sol américain. Cette troisième différence, finalement, elle est, dit Rosanvallon, et elle se traduit au niveau sémantique. Elle se traduit dans l'usage des mots, dans l'usage du vocabulaire. Les Américains ont un vocabulaire moins équivoque que les Français. Les Américains ont un vocabulaire moins équivoque que les Français et se retrouvent tous autour du terme de république, nous dit-il. Ils se retrouvent tous autour du terme république, même si on a vu apparaître le camp des républicains et le camp des démocrates, n'empêche qu'ils se retrouvent autour de ce mot pour désigner non pas la démocratie, mais pour désigner la démocratie indirecte. Et c'est ça la difficulté de ce texte, c'est à quel moment Rosanvallon nous parle de la démocratie en général et à quel moment il nous parle de la démocratie indirecte. Au fond, en conclusion, eh bien, ce que nous dit Rosanvallon, et il me semblait que c'était important de le noter, parce que quand on arrive à ce stade du texte, on se dit c'est mieux aux États-Unis. La démocratie américaine, elle fonctionne mieux finalement qu'en France. Alors, c'est pas du tout ce que dit Rosanvallon. Et la fin du texte, c'est vraiment un retournement de situation, puisqu'au fond, ce qu'il nous dit, c'est que, au fond, cette univocité qu'on retrouve dans l'usage du mot république par les Américains, eh bien, cette univocité masque en réalité, masque les réelles fractures présentes dans l'essence même de la démocratie. Donc, masque les réelles fractures présentes dans l'essence même de la démocratie. Je peux le dire d'une autre façon, ça veut dire que ce consensus mou
comme tous les consensus, quand on ne s'est pas bien disputé avant et qu'on veut à tout prix le consensus, il est toujours mou. Eh bien, ce consensus mou masque les problèmes, là où la démocratie tumultueuse à la française, entre guillemets, c'est l'expression du texte, là où la démocratie tumultueuse à la française reflète beaucoup mieux, nous dit Rosan-Vallon, reflète beaucoup mieux au final les virtualités, entre guillemets, c'est l'expression du texte, les virtualités diverses et variées du modèle démocratique. Les virtualités diverses et variées du modèle démocratique. Donc la conclusion, me semble-t-il, était importante. Donc j'ai pu, à partir de là, élaborer mon plan final. Je ne vous lis pas la fin de la reformulation, vous pourrez le faire vous-même, et peut-être avez-vous déjà lu le résumé final? Oui? Non? Donc du coup, je peux peut-être on peut peut-être se dispenser de la lecture, parce qu'en fait, le seul intérêt, je vous l'ai dit hier, le seul intérêt de ce que je n'ai pas fait, donc, c'était, une fois que j'ai une reformulation qui fait quelques 675 mots, quels ont été à partir de là, comment j'ai sabré, en fait, comment j'ai retransformé. Alors vous pouvez comparer vous-même, mais ça serait plus amusant, en fait, un jour, de prendre le temps de ne faire que ça, en fait, de vous dire, voilà, j'ai reformulé, et sur cette reformulation, comment, etc. Sauf que le problème, c'est que pour vous montrer comment on reformule et comment on retravaille, en fait, un texte, vous le savez vous-même, parce que vous avez déjà un peu d'expérience, c'est qu'il faut avoir tout le texte en tête. Il faut avoir tous les tenants et les aboutissants en tête. Il faut aussi avoir ses choix, de vouloir souligner certaines articulations, vouloir mettre en valeur aussi certains repères de culture générale. Et c'est tout ça qui va décider finalement des choix de reformulation et encore de cet exercice de contraction, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, pas de questions? Oui, Clément? Quand on arrive par exemple à 800 mots, une fois notre